Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. On l'appelle la communauté profonde. Ils ne sont pas nombreux, quelques centaines de scientifiques dans le monde qui étudient les hauts fonds sous-marins. Ils tentent de partager par tous les moyens leur émerveillement pour ce monde inconnu. Ils sont nombreux, très nombreux, à convoiter les métaux rares que l'on trouve sous l'eau. Du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc. On les utilise pour construire des éoliennes, des voitures électriques ou des téléphones portables. Pour les trouver, il faut descendre sous des pressions gigantesques, à côté des sources hydrothermales, ces immenses geysers d'eau chaude. Cette année, l'exploitation de la première mine sous-marine, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, devrait débuter. José Sarrazin a grandi dans les forêts du Canada. À 15 ans, elle voit la mer pour la première fois. Elle fera tout pour ne plus s'en éloigner. On la rencontre dans son bureau, à l'Ifremer, à Brest. Un diplôme est accroché au mur, sous verre. Il récompense sa première plongée à bord d'Alvin, un tout petit sous-marin aux allures de jouet qui conduit les scientifiques jusqu'à 4500 mètres de profondeur. C'est cette première descente dans le noir que José Sarrazin nous raconte dans Maison Mère. C'était, je crois, peut-être ma deuxième campagne océanographique. C'était sur un navire américain qui s'appelle le Atlantis. On est au large de l'île de Vancouver, au large du Canada. Et on est sur un endroit, une dorsale qui s'appelle la dorsale Juan de Fuca. Et donc, au cours de cette campagne, le 25 juillet 1994, très précisément, le chef de mission vient me voir et il me dit « José, demain, tu plonges. » Et non seulement tu plonges, mais tu vas plonger sur ta cheminée, sur celle que tu étudies depuis 1 an. Et donc, évidemment, j'étais hyper excitée parce que moi, j'étais une étudiante en thèse. Ça faisait qu'1 an que j'étais en thèse et j'avais l'opportunité de plonger dans un sous-marin habité. Il faut savoir que des sous-marins habités, il y en a que moins d'une dizaine dans le monde, donc c'est quand même une opportunité géniale. Et dans une campagne, on peut plonger peut-être 1 fois ou 2 parce qu'on est beaucoup de scientifiques à bord de ces bateaux, donc on est une trentaine de scientifiques. Si on part pour 1 mois, il y a 1 plongée par jour et 1 opportunité, voire 2, de pouvoir plonger. Donc, ce 25 juillet, c'est sûr que ça reste marqué dans mon esprit. J'ai eu du mal à dormir, je vous cacherai pas. Et le lendemain matin, rendez-vous était donné vers 7h30 à proximité du sous-marin. Donc, à 7h30, on se retrouve tous autour. Ils nous rappellent des petites consignes de sécurité. On est tous habillés avec une espèce de combinaison en coton et on nous a demandé de préparer un petit sac. Donc, on peut pas embarquer de matériel inflammable. Donc, c'est un petit sac en coton dans lequel on a placé ce qu'on voulait, mais avec tous des trucs non inflammables. Donc, moi, j'avais évidemment ma tuque, j'avais mes chaussettes et puis j'avais un gros pull parce qu'on sait qu'au cours d'une plongée, ça finit par faire très froid dans le sous-marin. Et puis, évidemment, j'avais un cahier de notes parce qu'on a quand même des tâches à faire pendant ces plongées et puis mon appareil photo. On nous demande de prendre place à l'intérieur du Alvin, c'est le nom de ce sous-marin. Il ressemble à quoi, ce sous-marin ? C'est un petit sous-marin blanc avec un sommet rouge. Il doit faire à peu près 7 mètres de long et c'est des sous-marins qui pèsent plusieurs tonnes parce que c'est vraiment une sphère de titane. Donc à l'intérieur, évidemment, c'est très étroit. On a chacun un emplacement, un espèce de siège où on va être à moitié assis du mieux qu'on peut pendant les 8 heures que va durer la plongée. Et on a chacun un hublot. Et à l'intérieur, évidemment, c'est des boutons partout. Tout est maximisé parce qu'il y a énormément de matériel électronique à l'intérieur. Voilà, et puis c'est très rudimentaire, on va dire, comme confort. Même le coussin du siège, on comprend pas pourquoi ils nous ont pas mis quelque chose de plus confortable pour passer 8 heures dedans. C'est confort minimal, mais bon, après, comme l'expérience est extraordinaire, on peut se passer du confort.
Dans cette sphère de 2 mètres cubes, on va être 3 personnes, 2 scientifiques et un pilote. Et donc, quand j'arrive dans la sphère, et on va passer 8 heures ensemble. Donc, c'est vraiment très étroit et assez confiné. Donc, quand j'arrive, le pilote, qui s'appelait Tim, m'aide à descendre, me fait prendre place sur la gauche du sous-marin. Et puis après, descend Jim, qui était le scientifique senior avec qui j'allais plonger également. Donc, il faut savoir que, bon, non seulement c'était ma première plongée, mais en plus, Jim, c'est un scientifique qui était vraiment mondialement reconnu. C'était un des pionniers de la découverte des sources hydrothermales, mais il avait une petite réputation qu'il était un peu pas évident, quoi. Et en fait, c'est un vrai cow-boy dans la vraie vie. Il avait son chapeau de cow-boy, ses bottes de cuir et sa ceinture. Et il avait un peu la réputation des fois de pouvoir s'emporter ou tout ça. Donc, évidemment, moi, j'étais un peu stressée. Une fois qu'on est les 3 à bord, il ferme l'écoutille du sous-marin et lentement, il déplace le sous-marin vers l'arrière du bateau. Et puis, ils le descendent à la surface de l'eau. Et donc, à la surface de l'eau, on a chacun notre hublot. Il faut voir que les hublots de ces sous-marins-là, comme on descend à de très grandes profondeurs, ils peuvent aller jusqu'à 6500 mètres de profondeur, ces sous-marins. Donc, évidemment, la taille des hublots est très petite. C'est l'équivalent d'une soucoupe pour le thé, quoi. Donc, on a chacun notre hublot. Et donc, on est à la surface de l'eau. Donc, on voit l'eau qui est autour de nos hublots. Et puis, on voit... Il y a des plongeurs qui viennent pour venir s'assurer que tout est OK autour du sous-marin avant de donner l'autorisation de plonger. L'autorisation est donnée de plonger et là, lentement, le sous-marin commence sa descente dans la colonne d'eau. Bah là, évidemment, voilà, c'est sûr que là, c'est vraiment très excitant et il y a plein d'émotions, hein. Donc assez rapidement, finalement, donc au début, l'eau est très bleue. En plus, il faisait un gros soleil ce jour-là. On descend et très rapidement, au bout de quelques centaines de mètres, en fait, et la lumière se fait de plus en plus rare et puis on arrive très rapidement à un noir absolu. Sauf de temps en temps où il y a des petits organismes qui font de la bioluminescence qui passent à travers le hublot. Donc, à chaque fois, c'est des petites exclamations, des trucs qui passent. Parce que c'est très joli, puis c'est vraiment dans le noir absolu. Et l'autre truc aussi dont je me rappelle et me rappellerai toujours, je pense, c'est que en arrière-fond, il y avait de la musique et c'était Pink Floyd, The Wall qui jouait. On va dire que dans le sous-marin, les bruits sont assez... à part un ping qui revient régulièrement, les bruits sont assez sourds, quoi. Il y a pas de bruit, mis à part la musique qu'on va mettre. C'est très, très silencieux. Il faut voir que cette descente, on n'est pas super zen. Il y a quand même une tension puisque c'est des plongées. On a une liste de tâches à accomplir, hein. Les tâches qu'on a à faire, c'est non seulement pour nos propres recherches, mais aussi pour les recherches de nos collègues qui sont à bord. Donc, on a une espèce de liste de différentes tâches. Donc, avec Jim, on revoit la liste, on se met d'accord sur l'ordre des choses et comment on va faire les choses. Et puis, au bout d'1 heure et demie, hein, c'est quand même long. On arrive au fond. Et là, évidemment, tu regardes dans ton hublot et la première chose, c'est qu'on dirait que le cerveau, on comprend pas trop ce qu'on voit. C'est la première fois qu'on voit ce genre de truc. Donc, ça prend un petit 2 secondes avant de comprendre ce qu'on est en train de voir. On se dit qu'on est probablement la première personne qui a vu ce petit bout de terre, de planète. Ça fait quand même quelque chose. Et là, on était à 2600 mètres de profondeur. Et là, le challenge, c'est de trouver le site hydrothermal, parce que évidemment, il n'y a pas de panneau d'autoroute au fond de l'eau, donc on se dirige, on s'aide avec le sonar. Normalement, on a plongé à proximité, donc avec le sonar, on est capable de repérer s'il y a des plus hautes structures. Et puis, à un moment donné, Tim, il dit je vois quelque chose sur mon écran de sonar, et puis on se dirige vers là, et puis tout d'un coup, paf. La cheminée se dresse devant nous. Donc, faut voir que
les cheminées hydrothermales, c'est très haut. Ça fait l'équivalent, peut-être, ça peut faire jusqu'à l'équivalent d'un building qui fait 3 ou 4 étages. Et quand on est en sous-marin, ben, c'est pas du tout pareil que de regarder des images vidéo. Donc, effectivement, moi, ça a vraiment complètement changé ma vision de ma cheminée que j'étudiais depuis 1 an. Et là, vraiment, j'étais à côté et je voyais tous les fluides qui sortaient, mais les verres que j'avais étudiés et tout. Et donc, la première idée, c'était de faire ce qu'on appelle une cartographie, donc de remonter le long des parois de l'édifice très doucement avec le sous-marin pour prendre des images vidéo, pour pouvoir voir la faune. Et puis, évidemment, l'environnement hydrothermal, ça change au cours du temps. Donc, moi, j'avais des surprises par rapport à ce que j'avais déjà vu sur mes images. Et arrivé au sommet, donc, au bout de 12 mètres, eh ben, il y avait un grand champ de verre, de ces verres avec les branchies rouges. Mais là, c'était une espèce tout le sommet était couvert d'un buisson de ces verres. Et du coup, on l'a appelé Strawberry Fields parce que ça ressemblait à des fraises, parce que c'était toutes les branchies étaient rouges. Et voilà. Donc ça, c'était un nouveau site ou une nouvelle communauté qui s'était créée au sommet de l'édifice. Qu'est-ce qui est le plus fascinant dans cet environnement profond? Ce qui est fascinant, je pense vraiment que ce qui frappe visuellement, c'est vraiment ce contraste entre la plaine abyssale où il y a très peu de vie visible et tout d'un coup on arrive en plein milieu de nulle part et il y a des oasis comme ce qu'on peut voir dans le désert. Tout d'un coup, il y a de la faune, il y a des grands fumeurs noirs et tout ça. Ça, c'est vraiment étonnant. Et par-dessus ça, on rajoute la faune qui, ben voilà, on va avoir des vers, on va avoir des crabes, des crevettes, des moules. Évidemment, c'est pas les mêmes espèces que ce qu'on retrouve sur la Terre, mais ça peut y ressembler pour certaines espèces. Il y a d'autres espèces, comme nos grands vers cyboglinidés, qui sont vraiment inféodés à cet écosystème-là particulier. Cette faune, elle peut être là parce qu'il y a des fluides très chauds, des fluides qui vont sortir à 350-400 degrés Celsius. Et ces fluides chauds vont être une source d'énergie pour des micro-organismes qui vont remplacer les plantes ou les algues à la base de la chaîne alimentaire et qui vont alimenter toute une communauté très, très luxuriante. Évidemment, les tâches s'enchaînent les unes après les autres et lentement, la sphère va se couvrir de condensation et il va faire de plus en plus froid parce que les fonds océaniques, il fait froid au fond de l'eau. Là, sur la dorsale de Roanne-de-Foucault, on doit être à 4 degrés. Donc rapidement, à l'intérieur de la sphère, c'est une sphère en métal, en titane, donc rapidement, ça devient très froid. Donc d'où la tuque, les chaussettes et le pull. Donc, on enfile nos trucs au fur et à mesure que la plongée se déroule. Et puis, quand on a le temps, entre 2 opérations, on va prendre le petit lunch que la cuisine du bateau nous a préparé. Et aux États-Unis, c'est un peu limité, c'est-à-dire que c'est 2 sandwichs, un sandwich au beurre de cacahuète et un sandwich à la confiture. Voilà, qu'on va manger au fond vite fait entre 2 opérations. Donc, au bout de 5 heures, une fois qu'on a effectué toutes nos tâches, Tim va appeler à la radio, il appelle la surface, il dit voilà, on a fini les opérations, il demande l'autorisation de relarguer. Et du coup, quand l'autorisation est donnée à la surface, on relargue les poids et lentement, on va commencer notre ascension vers la surface. Est-ce que quand vous remontez de cette plongée, vous avez l'impression que vous revenez de loin, de très loin? Ah c'est sûr que t'as, t'as l'impression d'être là. Ouais,
Ouais, d'avoir fait comme une espèce de voyage dans une bulle et puis d'un coup tu reviens et voilà, tu partages avec les autres, mais t'es comme dans ton espace pendant 8 heures et puis après tous les gens attendent aussi sur le pont. Faut voir ça aussi, tu le vois quand le sous-marin est hissé dans les airs par ton hublot, tu vois tous les gens qui se ramassent sur le pont arrière pour l'arrivée du sous-marin et puis pour avoir des détails. Donc voilà, tu sens que tu es attendu, que voilà, que ce que tu as fait aussi, ça avait son importance, quoi. Il faut savoir qu'on connaît très peu encore les milieux marins profonds, mais c'est vrai qu'avec la découverte de nouveaux écosystèmes, nouvelles formes de vie, on a aussi découvert de nouvelles ressources potentielles. Donc que ce soit des ressources biologiques, des ressources minérales ou des ressources énergétiques. On va dire que au niveau des ressources minérales, il y a un grand engouement, on va dire, pour aller chercher des ressources minérales dans les grands fonds marins, puisque c'est des ressources qui sont en train de manquer, des ressources terrestres qui sont en train de manquer et que on en utilise beaucoup dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est l'industrie automobile. Et donc, il y a de plus en plus de pression, on va dire, pour aller explorer, parce qu'on n'en est pas encore à l'exploitation, quoique, on pourrait aller explorer ces ressources et voir si économiquement ça serait viable d'aller les exploiter. Donc, les sources hydrothermales, c'est une des ressources minérales qui a été identifiée, puisque ce sont des dépôts qui sont très riches en plein de métaux d'intérêt économique. Et ben voilà, il y a des compagnies minières qui commencent à se poser la question d'aller exploiter ce type de ressources dans les grands fonds marins. Pour l'instant, faut savoir qu'il n'y a pas d'exploitation, en tout cas dans les zones internationales, pas d'exploitation de ressources minérales profondes. Il y a des permis d'exploration qui ont été donnés à plusieurs pays industrialisés, mais voilà, c'est quand même imminent et évidemment, tout est fonction de la situation économique et comment le cours des métaux se comporte et des ressources qui viennent à manquer ou pas sur la Terre, quoi. Jusqu'où vous pourriez aller pour défendre votre cheminée? On va dire je pense que l'arme la plus efficace, c'est de faire découvrir ces grands fonds au plus grand nombre, parce que c'est le grand nombre qui va faire qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et je pense que l'information, la vulgarisation, montrer des images, faire des expositions, les gens vont se rendre compte que les fonds marins, c'est comme sur la Terre, il y a plein de paysages, il y a plein d'animaux différents, il y a et puis il y aura une envie de protéger qui va venir de ça. Après, c'est difficile. Voilà. Et pour ça, il y a les moyens habituels qu'on a de vulgarisation. Et puis là, depuis récemment, avec un collègue à moi, on a créé un projet avec une troupe de théâtre pour pouvoir créer un spectacle vivant sur les environnements marins profonds. Et la velléité de ce spectacle, c'est vraiment de faire découvrir cet environnement génial, d'immerger les gens vraiment dans ce monde et de les faire rêver, de leur montrer que c'est des environnements extrêmement poétiques, extrêmement beaux et voilà, et que ça fait partie de notre planète quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Mère. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le spectacle dont parle José, le projet Donvor, sur letelegram.fr à la page de notre podcast. Un podcast de Virginie de Roquigny et Anouk Edmond, habillage sonore, Martin Delafosse. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.